croire aux esprits et aux fantômes avant d'en avoir rencontré. Le fantôme le plus célèbre, sans doute le plus connu de la planète, vient de Paris. Il est né dans le temple parisien de la musique, de la danse et du chant, l'Opéra Garnier. Incendie à répétition, fantômes, assassinats. Les opéras de Paris sont-ils frappés de malédiction? Le plus illustre d'entre eux, l'Opéra Garnier, regorge de secrets. Faust, Robert le Diable, les Huguenots, Aïda. Ces murs résonnent des voix des illustres chanteurs qui l'ont habité. Les ombres de ces danseuses disparues glissent encore le long de son grand escalier. L'Opéra Garnier communique avec l'enfer par ses souterrains peuplés de fantômes et avec le ciel par ses dômes dorés et ses divinités solaires. Le célèbre roman de Gaston Leroux, Le fantôme de l'opéra, est publié en 1910. Il s'inspire de faits étranges qui auraient eu lieu dans la seconde moitié du XIXe siècle au sein même de l'Opéra de Paris. Et ce n'est pas par hasard. Depuis le XVIIe siècle, presque toutes les salles des opéras parisiens ont brûlé. On parle alors de malédiction. Pour en percer les mystères, il faut aller au plus près de l'Opéra de Paris. S'immerger dans l'antre de ce temple au cœur de la nuit. Se faufiler parmi les ombres. S'imprégner de ces voix nocturnes quand tout fait silence et dort. Parcourir ses galeries et ses couloirs. Emprunter ses entrées dérobées. Il nous faut traverser la nuit des temps pour tenter de découvrir la vérité sur la malédiction des opéras parisiens. L'Opéra Garnier est l'un des lieux parisiens les plus connus au monde. Sa construction, entre 1860 et 1875, est un chantier considérable. Autour de lui, un nouveau quartier de Paris voit le jour. D'autres constructions prestigieuses vont suivre. Le monument consacre un jeune architecte alors inconnu, Charles Garnier. Le palais Garnier occupe une superficie d'environ 11 000 mètres carrés. Une salle de spectacle à l'italienne avec 2051 sièges de velours rouge, des salons, plusieurs studios de répétition et des ateliers. Des espaces publics, le grand foyer. Le palais Garnier, c'est sa rotonde, son grand escalier et sa nef de 30 mètres de hauteur avec ses marbres multicolores. Dans la grande salle, son lustre de bronze et de cristal équipé de 340 lumières et pesant presque 8 tonnes. Garnier réintroduit la couleur en architecture, des marbres jaunes, gris, violet, rose, rouge sang taché d'ocre. Dans la grande salle, le rouge domine et cette couleur deviendra d'ailleurs celle des salles d'opéra. Quand on déambule dans l'Opéra Garnier, que ce soit de jour ou de nuit, il y a toujours une atmosphère bizarre,
on se sent vraiment pénétré par le bâtiment. Peut-être plus encore la nuit. L'Opéra Garnier invite au fantasme. C'est un bâtiment extraordinaire qui transpire de labyrinthes, de couloirs secrets, d'escaliers dérobés. Vous déambulez dans les couloirs et d'un seul coup, vous tombez sur la salle de spectacle sans y avoir été préparé, jamais. Ensuite, tout ce qui s'y est passé ou tout ce qui s'y passe est dans un univers un peu suranné, un peu enveloppé, un peu mystérieux. Et donc, toute cette atmosphère vous permet de vous immerger complètement dans un 19e siècle, au cœur du 21e siècle. Et puis, bon, ce qu'il faut avouer aussi, c'est que c'est un bâtiment où vous êtes mis en scène à chaque fois. Lorsque vous arrivez, vous êtes sur le grand escalier, autour, il y a les balcons, donc c'est vous qui êtes mis en scène. Et finalement, vous vous prenez assez rapidement pour la star du jour. Depuis fort longtemps, l'aristocratie et la bourgeoisie se rendaient au théâtre pour entendre les opéras et regarder les danseuses. Avant le Grand Opéra Garnier, il y eut entre autres la salle du square Louvois et l'opéra de la rue Lepelletier. Plusieurs incidents singuliers vont se dérouler au cours des siècles sur tous ces sites. Des événements terribles et pour le moins curieux. Des morts, des incendies. Certains diront jusqu'à parler de malédiction sur tous les sites des opéras de Paris. La salle du square Louvois ouvre en 1791 après l'incendie de la salle du Palais Royal. Le dimanche 13 février 1820, un drame s'y produit. Le duc de Berry, second fils du comte d'Artois, futur Charles X, se rend à l'opéra en compagnie de sa femme. En sortant, il est assassiné. La salle Louvois est fermée et démolie. Depuis 1760, la salle Favart, sur l'actuelle place Boieldieu, abrite l'Opéra Comique. Le 15 janvier 1838, après une représentation de Don Giovanni, une première salle disparaît sous les flammes. Reconstruite en 1840, elle est à nouveau ravagée le 25 mai 1887 par un incendie qui fait 84 victimes. L'opéra de la rue Lepelletier est inauguré en 1821. Nouvel opéra, nouveau drame effroyable quelques années plus tard. Napoléon III est visé lors d'un attentat le 14 janvier 1858 devant la salle. Le couple impérial en sort indemne, mais on dénombre 8 morts et 150 blessés. Le 15 novembre 1862, c'est une nouvelle tragédie. La danseuse Emma Livry se transforme en torche vivante sur la scène de l'opéra Lepelletier. Son tutu s'enflamme d'un coup. Elle meurt après 8 mois de souffrance, à l'âge de 22 ans. Pire, ce même opéra de la rue Lepelletier est détruit le 28 octobre 1873 par un gigantesque incendie. Le feu dure 24 heures et consume le théâtre tout entier. Une centaine de personnes y trouvent la mort. À l'époque, les causes restent inconnues. Le Palais Garnier est inauguré le 5 janvier 1875. Nouvel opéra. Mais la série des incendies continue. Le 6 janvier 1894, un incendie ravage le bâtiment où sont entreposés les décors de l'opéra et de l'Opéra Comique. En 1928, les rideaux et tentures du grand foyer se consument et sont détruits. À nouveau un incendie le 23 décembre 1950. Il est cette fois maîtrisé en un quart d'heure. Cela fait beaucoup, non ?
penser de ces coïncidences? Peut-on croire à une malédiction des salles parisiennes? Pourquoi cette longue succession d'incendies? La légende du fantôme de l'Opéra est née d'un de ces incendies, celui de la rue Lepelletier. Dans son livre « Le fantôme de l'Opéra », Gaston Leroux nous raconte qu'un jeune pianiste y aurait eu le visage brûlé. Sa fiancée, une ballerine du conservatoire, n'y aurait pas survécu. Inconsolable et défiguré, ce jeune pianiste aurait trouvé refuge dans les souterrains de l'Opéra Garnier, alors en pleine construction. Il y serait décédé pour réapparaître quelque temps plus tard et semer la terreur dans les sous-sols du bâtiment. La légende du fantôme est née. Elle va s'ancrer dans la culture du XXe siècle. Le personnage de Leroux fait partie aujourd'hui de notre mémoire collective. De nombreuses adaptations tirées du livre de Gaston Leroux vont exister. Ce film muet américain de 1925 est un classique du cinéma fantastique. Le décor est entièrement reconstitué en studio. Comme dans le roman de Leroux, passages secrets, trappes et autres conduits souterrains sont magnifiés. L'acteur, Lon Chaney, gloire du cinéma américain dans les années 1920, surnommé l'homme aux 1000 visages, y crée un fantôme aussi terrifiant qu'attachant. Vont suivre d'autres films, une série, mais aussi un ballet, des bandes dessinées et bien sûr, une célèbre comédie musicale. Le fantôme incarne complètement l'Opéra de Paris. Vous n'avez qu'à vous promener avec un trousseau de clés dans les espaces publics, là, dans tous ces corridors qui entourent la salle de spectacle. Tous les touristes vous tombent dessus littéralement en vous demandant « Where is the phantom ?» Je leur réponds « Absolument, il y a un fantôme. Qu'il soit visible aujourd'hui, peut-être pas. Mais bon, attendez à côté de la loge numéro 5, vous le verrez certainement. » La loge numéro 5, celle du fantôme, est bien sûr une des loges les plus visitées, puisqu'on peut voir depuis la salle de spectacle la loge du fantôme qui est contiguë à celle de l'empereur. Mais il n'y a pas que le fantôme. Dans son récit, Gaston Leroux évoque des incidents, soi-disant réels et plus que troublants, qui se seraient produits au sein même du Palais Garnier. Ils vont alimenter cette idée de malédiction des opéras de Paris. Le 20 mai 1896, le contrepoids du grand lustre monumental en cristal pesant 8 tonnes cède et tombe pendant une représentation dans la salle de spectacle. Il y a de nombreux blessés, une femme est tuée. Elle occupait le siège numéro 13. Plus tard, un petit rat fait une chute mortelle d'une galerie sur la 13e marche du grand escalier. Serait-ce la malédiction du chiffre 13? Car l'Opéra Garnier serait la 13e salle d'opéra construite à Paris. On a aussi parlé d'un machiniste retrouvé mort, pendu. Et ce cadavre que l'on aurait retrouvé dans les sous-sols de l'Opéra à l'époque de la Commune de Paris. Et la rivière de la Grange Batelière qui passerait sous l'Opéra. Et ce mystérieux lac qui se trouverait sous le bâtiment. Un autre fait troublant est rapporté par Leroux. Les directeurs de l'époque reçoivent un courrier écrit à l'encre rouge qui fait état de revendications d'un certain F. de Lot. L'individu exige qu'on lui remette 20 000 francs par mois et qu'on lui réserve la loge numéro 5. La légende s'empare du lieu. F. de Lot, fantôme de l'opéra? Reprenons. Il y a des incendies, ces faits divers étranges, et puis bien sûr, l'histoire de ce fantôme. Comment démêler le vrai du faux? Le fantôme et tous ces événements
sont-ils seulement sortis de l'imagination de Gaston Leroux ou celui-ci s'est-il inspiré de faits réels? Le fantôme de l'opéra a existé. Ce ne fut point, comme on l'a cru longtemps, une inspiration d'artiste, une superstition de directeur, la création falote des cervelles excitées de ces demoiselles du corps de ballet, de leur mère, des ouvreuses, des employés du vestiaire et de la concierge. Oui, il a existé en chair et en os, bien qu'il se donnât toutes les apparences d'un vrai fantôme, c'est-à-dire d'une ombre. Le roman de Gaston Leroux, Le fantôme de l'opéra, c'est une tresse. Il y a 3 brins. Il y a l'architecture du Palais Garnier, avec une magnifique description de Gaston Leroux, qui est d'abord journaliste, et quel journaliste, avec une langue précise, absolument documentée, mais magnifique. Le deuxième brin, c'est l'histoire d'amour entre ces 2 personnages masculins et cette jeune cantatrice. Et le troisième brin, c'est l'histoire absolument fantastique et noire que Gaston Leroux a imaginée, qui est très poétique, qui est l'histoire de ce fantôme et des lieux qu'il fréquente dans le Palais Garnier. Ils ont laissé derrière eux le large escalier qui conduit du vestibule de l'administration à la Seine et ses dépendances. Ils ont traversé la Seine. Ils sont entrés dans le théâtre par l'entrée des abonnés, puis dans la salle par le premier couloir à gauche. Ils se sont alors glissés entre les premiers rangs des fauteuils d'orchestre et ont regardé la première loge, numéro 5. Ils la virent mal, à cause qu'elle était plongée dans une demi-obscurité et que d'immenses housses étaient jetées sur le velours rouge des appuis-mains. À ce moment, ils étaient presque seuls dans l'immense vaisseau ténébreux et un grand silence les entourait. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit. La psychologie des personnages est tellement juste. Et surtout, ce reportage, en fait, sur le Palais Garnier, qui est, encore une fois, un des fils de ce roman, est tellement juste. Et en plus, il l'écrit avec tellement d'amour. Je pense qu'il s'est beaucoup amusé au Palais Garnier. Parce que Gaston Leroux, qui est arrivé à Paris à 18 ans pour faire son droit, a beaucoup fréquenté les théâtres. Ça le passionnait. Et dans un roman de jeunesse qui est resté inédit, d'ailleurs il n'a jamais terminé, il raconte justement, il décrit le grand escalier, il décrit le bal de l'opéra. On se rend très bien compte que ce sont des souvenirs. Et Gaston Leroux vous emmène dans cette forêt enchantée et vous fait croire à tout ce qu'il dit qu'il s'y est passé. D'un commun mouvement, ils levèrent la tête au plafond et poussèrent un cri terrible. Le lustre, l'immense masse du lustre glissait, venait à eux à l'appel de cette voix satanique. Décroché, le lustre plongeait des hauteurs de la salle et s'abîmait au milieu de l'orchestre parmi 1000 clameurs. Ce fut une épouvante, un sauve-qui-peut général. Mon dessein n'est point de faire revivre ici une heure historique. Les curieux n'ont qu'à ouvrir les journaux de l'époque. Il y eut de nombreux blessés et une morte. Alors, ce n'est pas le lustre qui s'est décroché, mais en mai 1896, un des contrepoids du lustre s'est détaché et a été effectivement frappé les 4e loges. Effectivement, une personne a été tuée et plusieurs personnes ont été blessées. Donc là aussi, si vous voulez, Gaston Leroux reprend un fait réel et, à sa sauce, l'aggrave. En plus, il a des procédés. Par exemple, dans les notes, il remercie des personnages réels. C'est Monsieur Gaillard qui m'a raconté cette histoire et je le remercie vraiment beaucoup de m'avoir fait connaître cet incident, etc. C'est complètement faux ce qu'il raconte. Mais il appuie son histoire, il la rend véridique parce qu'il dit c'est Monsieur Gaillard qui me l'a raconté. Et que surtout à l'époque, tout le monde connaît Monsieur Gaillard, qui est un directeur de l'opéra qui a été très populaire. Et tout d'un coup, le doute s'instille, même en vous, qui ne croyez pas aux fantômes, même en vous, tout d'un coup, vous vous dites, mais dans le fond, peut-être que c'est vrai. Tout est vrai et tout est faux dans le fantôme de l'opéra. C'est comme dans la vie.
Gaston Leroux a amplifié des événements et leur a donné une part de mystère là où il n'y en avait pas. Mais qu'en est-il des autres légendes qui circulent autour de l'Opéra de Paris? On a beaucoup entendu parler d'un mystérieux lac sous l'Opéra. Il s'agit en réalité d'un plan d'eau artificiel créé par Garnier pour consolider la structure, le terrain étant marécageux. Quant à la rivière de la Grange Batelière, elle n'est jamais passée sous le monument. Pareillement, on n'a jamais retrouvé de cadavre de l'époque de la Commune de Paris, même si des affrontements ont eu lieu. Reste cette succession d'incendies, le fait que toutes ces salles parisiennes aient pu brûler. Comment cela peut-il s'expliquer? Pourquoi les théâtres brûlent-ils? Brûlent-ils partout et brûlent-ils souvent? D'abord à cause des systèmes d'éclairage, qui ont d'abord été avec des lumières vives, c'est-à-dire à la bougie, par exemple, puis au gaz. Il y a toujours un filin qui tient un décor, qui traîne sur le côté de la scène, et puis qui traîne sur une lumière vive, et puis qui s'enflamme. Et comme la scène est un cube vide, tout de suite, l'incendie fait rage, monte dans les dessus, et vous avez un espace qui devient un véritable four. Alors, au XIXe siècle, on va trouver des moyens de juguler ces incendies. D'abord, ça va être un système qui va permettre d'ignifuger les décors et les costumes. On passe dessus un espèce de liquide, ce qu'on appelle le système Carteron, du nom de Monsieur Carteron, qui a inventé ce liquide, qui était, paraît-il, efficace, mais qui en même temps rendait tout extrêmement raide. Et puis on va inventer aussi le rideau de fer, qu'on va descendre pour isoler la scène de la salle, parce qu'on ne peut pas maîtriser un incendie qui s'est déclaré dans la cage de scène, mais très vite, il gagne la salle. Vous avez des centaines de spectateurs, vous avez des issues, et pas d'issues de secours à l'époque, qui sont évidemment difficiles à gagner en passant par-dessus les autres spectateurs. Donc ces incendies, en général, sont très cruels, avec beaucoup de morts, comme on a pu le voir. Le mystère des incendies est lui aussi levé. Mais ce serait si simple de penser que tout s'explique et que tout est terminé. Aujourd'hui encore, la réalité nous rattrape. Là, il ne s'agit plus de fiction, de légende ou de rumeur, ni d'un témoignage, mais d'un fait réel, récent. Et la coïncidence est singulière. Le 25 septembre 2016, le théâtre Mogador a été victime d'un incendie. Le feu a pris dans les sous-sols et a ravagé une grande partie des décors et de la scène. La comédie musicale, Le Fantôme de l'Opéra, qui devait y débuter en octobre 2016, a été reportée de plusieurs mois. Elle est définitivement annulée. Le Fantôme de l'Opéra, qui n'avait jamais été joué en France, à ce jour, ne l'est toujours pas. Les salles des opéras de Paris, ville lumière, garderont leurs secrets pour des siècles encore. L'Opéra de Paris restera un théâtre de fantasmes, un jeu d'ombre et de désir, éternel comme son fantôme. Comment maintenant pourrons-nous passer devant l'Opéra Garnier sans penser au personnage de Gaston Leroux? Comment surtout ne pas avoir envie de croire que le fantôme a bien existé et qu'il existe toujours? Allan Kardec et le spiritisme, le palais Garnier et son fantôme, les malédictions des opéras parisiens. Mener une enquête rigoureuse et précise peut nous amener à éclairer certaines énigmes en totalité ou en partie. Mais il existe d'autres mystères de Paris. Les indices et les clés de ces énigmes sont à chercher dans des livres anciens, dans des bibliothèques de la capitale, dans les rues de Paris ou dans les sous-sols d'un bâtiment, parfois à la lumière d'une bougie ou au cœur de la nuit, en recoupant les documents, les archives, les témoignages. Paris ne nous a pas encore délivré tous ses secrets.